Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Tontons Golfeurs, ce 36e. Bonjour Kevin et bonjour Sébastien. Bonjour les amis. Salut les gars. Bon, enfin on va enregistrer un épisode pas à 23 heures où je vais enfin être en forme pour pouvoir Il faut le envoyer dire la vite, sauce, hein. on va Dans ta dire. Hein. tête, faut le dire vite quand même que t'es en Comment- forme. Donc voilà, alors 36e épisode qu'on va développer et on va parler d'un sujet qui va être autour de la balle, qui va être le spin tout Ah simplement. oui, le spin. Le J'adore. spin, ouais, quelque chose qui est recherché par beaucoup de personnes. Ce fameux spin qui peut être autant un avantage comme étant un inconvénient. On va en parler aussi. Mais avant de développer cet épisode, nous allons tout simplement remercier l'ensemble de nos partenaires et je vais laisser Kevin commencer, Sébastien et terminer pour moi. Eh ben, un grand merci à Wally Club Maker pour tout son soutien au cours de l'année sur la partie vidéo, sur la partie réseaux sociaux. Et vous pouvez les retrouver pour essayer votre matos un peu partout en France, enfin, surtout à Paris et dans deux, trois autres pro shops. Donc n'hésitez pas à les contacter. Moi, je vais remercier Golf Planet, qui est notre partenaire média 100% digital. Vous pouvez vous inscrire à la newsletter gratuitement et recevoir toutes les infos du golf mondial français et des tontons golfeurs. On en profite aussi, vous avez dû voir sur Golf Planet que quelques jours avant qu'on enregistre cet épisode, on a eu une belle victoire française, enfin même une doublette française, une sur l'Hôtel Planner Tour avec la victoire de Clément Charmasson qu'on félicite, qui travaille avec toi, Antoine, d'ailleurs, au putting. Et puis surtout l'énorme victoire de Martin Kouvra au Turkish Airlines Open Ouais, fabuleux. sur le DP World Tour. Martin qui est un copain des tontons golfeurs. Donc un grand bravo après seulement 15 tournois joués cette année. Beaucoup de bons résultats cette année, d'ailleurs. 22 ans. 22 ans, petite bouclette, elle a été efficace. Donc un grand bravo à Martin pour sa victoire et qui nous a dit en off que c'était grâce aux épisodes des Tontons Golfeurs. Hein. Et une félicitation aussi au caddie. Hein, Ah, à mon Elish. petit Elish, bah ouais. Ouais, parce que qu'il l'a pris en main, il était encore amateur, donc qui vit l'aventure avec lui et bah, bravo encore à lui pour une nouvelle victoire encore Ouais, ça sur doit le être tour. sa 6e, j'estimerais. Sa Voilà, 6e en tant que caddie, et on parle pas assez des caddies, même si on avait reçu Sébastien Clément sur les Tontons Golfeurs, mais en tout cas, on n'est pas un podcast d'actualité, donc c'est pour ça qu'on ne fait pas d'épisode spécifique là-dessus, simplement parce qu'on ne regarde pas assez le golf à la télé. Donc on pourrait pas... on pourrait vous faire des épisodes pertinents juste en lisant les articles de Golf Planet, mais en tout cas, on bon, là, on regarde. a quand même regardé Martin, hein, Là, on a mais quand il y même aura regardé Martin. Martin. Martin, on va le faire venir, Martin. On va le faire venir. Mais en tout cas, voilà. Donc, un grand merci à Golf Planet et encore un grand bravo d'une part à Clément et d'autre part à Martin pour le résultat du week-end avant qu'on enregistre. Et également terminer par remercier Callaway, qui est notre partenaire présent depuis le début de cette émission. Vous retrouvez toutes les nouveautés sur le site de Callaway ou dans vos pro shops préférés. Alors, ce spin, Kevin, puisque tu es juste en face de moi, Sébastien est à Lyon, donc je ne te regarde que dans mon écran en face. Mais Kevin, c'est quoi le spin? Interrogation comme Interrogation ça, surprise, directe. Tu seras jugé, noté par l'ensemble de nos auditeurs. Alors, le spin, c'est la rotation de la balle qui peut être Sur elle-même. sur elle-même, sur un axe, et qui peut être, il peut y en avoir différents types de spin. Il peut y avoir, alors le préféré de la plupart des gens, c'est le backspin. Au drive? Ah non, c'est pas ça. Non, le backspin, effectivement, quand vous voyez cette balle reculer sur un green après un coup de sandwich par les joueurs professionnels. Donc ça, celui qui fait rêver. Il y a le side spin, donc celui qui va être plus latéral et qui va permettre de se rapprocher parfois des drapeaux ou pas d'ailleurs, mais qui va permettre de faire prendre des pentes, enfin voilà, qui va être plus utile dans certaines situations ou contrer des pentes. Et le top spin, qui va être plutôt une balle qui va, on en parlera notamment aussi au putting, sur une balle qui va plutôt avoir, au lieu du backspin de reculer, là c'est plutôt vers l'avant, et donc du coup une rotation qui va aider à une balle qui roule plus. Voilà les différents types de spin. Après, ils sont souvent faits sans le vouloir par la plupart des golfeurs. On va essayer aujourd'hui de vous expliquer
comment faire certains, quelles sont leurs utilités et où il faut faire attention, quelles sont les quantités, enfin voilà, tout ça. Je vais vous laisser la parole, sinon je pense que je peux dérouler l'épisode Oui, sinon on va se coucher, on te laisse et on revient dans 1 heure pour le prochain, il n'y a pas de souci. C'est toujours très bien parti. Seb, toi concernant le spin, est-ce que tu as un spin que tu préfères par rapport à un autre? Est-ce que ça dépend de la situation? Est-ce que tu contrôles ces spins? Ouais, je pense que déjà, il est assez important d'expliquer que toutes les balles, alors mis à part certains très 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 mauvais coups et au putting, toutes les balles ont du backspin. Le backspin, c'est ce qui va permettre à la balle en fait de voler. Et si au grand jeu on imprime du top spin à la balle, bah en fait, je pense que le seul coup, Kevin, tu me dis si je me trompe, mais je dirais que le seul coup là où une balle a du top spin, c'est sur une caponne. Ouais. C'est sur une caponne, donc là où on la prend sur le capot du club, et là où en fait la balle soit touche directement le sol, soit en fait fait juste une espèce de cloche sans aucun spin qui ne vole pas, qui retombe très vite au sol. Enfin, c'est une balle qui n'a pas de résistance à l'air, donc elle tombe. Donc le top spin est extrêmement rare au grand jeu, à part si on fait que des caponnes, mais à ce moment-là, c'est quand même pas super drôle. Donc le backspin, de toute façon, comme tu le dis, sans spin, la balle ne pourrait pas voler de toute façon. Donc du coup, excuse-moi, vas-y Seb. Donc du coup, je pense qu'il est assez important quand tout le monde dit je veux faire du backspin, je veux faire du backspin, je veux faire du backspin, bah vous en faites déjà. C'est juste que vous en faites pas assez sur les coups là où vous voudriez que la balle elle recule ou que la balle elle prenne plus d'effet au chipping. Mais voilà, déjà je pense que c'est important de dire ça, c'est le backspin qui fait qu'une balle peut voler. Même pas longtemps, hein, mais en tout cas, c'est ça qui le fait. Donc je pense que ça, c'est important d'en parler. Et après, oui, au grand jeu, ben nous, qu'est-ce qu'on va beaucoup rechercher? On va rechercher les différents spins qui sont les plus adaptés en fonction des différents clubs, parce qu'on n'a pas le même spin en fonction des clubs. Donc ça va être de le vérifier. On peut le vérifier par les fittings. C'est l'un des éléments que recherchent beaucoup les fitters quand vous allez faire vos clubs. Bah, ça, c'est un bon repère. C'est qu'un spin régulier par club, adapté à chaque club, c'est ce qui va permettre la meilleure balistique possible. Et ensuite, en fonction des différents coups, ça on va le détailler dans les différents épisodes, en fonction des différents lies, il y a des lies qui sont générateurs de spin et d'autres qui sont, pas des générateurs de spin, mais qui sont moins favorables au spin en tout cas. Ouais, en tout cas, on peut parler des clubs qui peuvent aussi amener du spin, mais il y a également la balle, la composition de la balle, qui a en fonction du nombre d'alvéoles, en fonction de la fermeté du noyau. Alors comment il crée le spin en soi? Déjà, dans l'explication de base, comment il est créé? Ça va être avec la friction du club. Exactement. La friction du club sur la balle. Donc déjà, on prend les deux mêmes clubs, on en prend un qui est parfaitement neuf, un qui est un peu usé, un qui est très usé et juste un qui est sale. Et on va avoir 4 taux de spin différents avec exactement le même club, les mêmes spécificités, tout. Donc déjà, l'un des points les plus importants, je dirais que c'est d'avoir des clubs qui ne sont pas trop anciens, particulièrement sur les wedges. Et ensuite d'avoir des clubs propres. Parce que le club propre, mis à part avec du sable, il n'y a que le sable. Je trouve que quand le club est encore sale de sable, on peut se retrouver à mettre plus de spin parce que ça augmente la friction. Exactement. Je pense que c'est l'une des erreurs les plus présentes chez les amateurs, outre dire qu'ils n'arrivent pas à mettre de spin par rapport à cet angle d'attaque, on va en parler. Mais je vois souvent en fait les clubs qui sont complètement sales taper des fers et la balle ne peut pas s'arrêter. Mais je pense que c'est la base, c'est-à-dire que si les joueurs pros en tout cas ont les clubs systématiquement propres, c'est pas pour rien. Je pense que rarement des situations où le pro veut volontairement mettre la face de club sale pour pouvoir taper un coup derrière. Et on voit, comme tu dis, il y a le club propre chez les professionnels qui aide à ce qu'il y ait une maîtrise de la friction, en tout cas il y a une maîtrise de cette phase de club par rapport à la balle. Il y a le fait, et c'est l'une des raisons pour lesquelles les joueurs professionnels changent très souvent leur sandwich, vu qu'ils sont beaucoup utilisés, mais du coup forcément ça abîme la phase, donc pour pouvoir avoir une meilleure gestion du spin, mais du coup les clubs sont régulièrement changés, alors ça on sait bien que c'est pas facile à faire pour tout le monde, et puis comme tu l'as aussi très bien soulevé, c'est surtout que tout le monde joue tout le temps la même balle. Pour justement avoir une maîtrise de ce spin. C'est pas parce que c'est la meilleure balle du marché ou quoi que ce soit, c'est surtout parce qu'ils sont habitués à cette balle.
il peut y en avoir Et certains. surtout avoir un spin qui est intéressant et optimal pour eux. Ouais. Par la balle, c'est quelque chose qu'on peut aller chercher. Effectivement, il y a des balles qui vont aider à mettre plus de spin sur le grand jeu, sur le petit jeu, d'autres sur le grand jeu, seulement dans le grand jeu, certains en enlever. Enfin, voilà, il y a plein de combinaisons différentes qui peuvent être imaginées entre les caractéristiques du joueur qui peut, en fonction de son rythme, de ses angles d'attaque, etc., générer plus ou moins du spin. Et ensuite, la recherche qu'il a, lui, par rapport à ses trajectoires, s'il joue en draw ou en fade, de réduire ou augmenter le spin pour avoir une balistique optimale. Donc, vraiment pas hésiter à se pencher un peu quand même sur la question. Vous avez commencé à le faire un petit peu si vous avez fait des fittings sur le driving parce que c'est le plus parlant. On essaye de réduire le spin. Grosso modo, qu'on essaye de l'avoir entre, on sera plus précis, entre 2000 et 3000. Vous avez à peu près compris si vous avez fait des fittings. Parce que ça fait perdre beaucoup de distance s'il y a beaucoup trop de spin. Mais après, ça va plus loin que ça. Il faut arriver à que ça soit optimal dans chaque secteur de jeu. Et forcément, quand vous prenez un fer 7, bah, vous n'allez pas avoir le même taux de spin qu'avec un sandwich. Vous n'allez pas avoir le même spin qu'avec un fer 5 et pas le même spin qu'avec un driver. Et il faut que tout ça soit cohérent et qu'il n'y ait pas des problématiques. Et parfois, bah, on ne peut pas les régler partout. Donc, on est obligé de faire un peu de concession dans un endroit parce que ça nous améliore tellement un autre endroit qu'on est prêt à faire cette concession. Et c'est vrai que je trouve que les balles sont hyper importantes pour ça parce qu'il y a des personnes qui sont surtout des amateurs qui aimeraient vraiment mettre du backspin et arriver à arrêter leurs balles sur les greens. Et parfois, jouent des balles qui sont beaucoup trop dures et des balles qui sont Oui, enfin, en fait, qui des peuvent balles pas là où générer de spin. on n'arriverait pas non plus à faire du backspin en fait. C'est ça. Donc c'est hyper important de trouver voilà, une balle, de jouer une balle si vous avez cette notion de spin et que vous avez envie d'essayer de l'arrêter si vous la touchez bien, bah, de prendre des balles qui peuvent le faire parce que sinon c'est déjà assez compliqué et personne n'arriverait à en mettre avec certaines balles qui sont jouées sur le marché. Ouais, il y a quelques joueurs aussi, je pense, professionnels qui, en fonction des tournois sur lesquels enfin des tournois, les circuits sur lesquels ils vont évoluer, qui peuvent se mettre à changer la balle, tout simplement pour générer un peu plus de spin, puisque on va avoir des greens qui vont être extrêmement fermes ou d'autres choses comme ça. Je sais que ça arrive de temps en temps, mais beaucoup ça. Je suis pas sûr qu'il y en ait tant que ça au final. Je pense qu'il y en a je pense qu'il y en a plus beaucoup, Antoine. Je pense que c'était assez vrai dans le temps quand il y avait encore des balles très très différentes. Tu sais, il y en avait qui étaient très très génératrices de spin. Il y en avait d'autres qui l'étaient beaucoup moins, même dans les balles de haut niveau. Et je pense que maintenant, les balles sont devenues, un peu multimarques, sont devenues tellement performantes dans une capacité à pouvoir abaisser le spin au grand jeu quand il y a beaucoup de vitesse et en créer quand il y en a, et à créer du spin quand il y a moins de vitesse. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup moins de joueurs qui changent de balle. Tellement, ouais, en fait, d'avoir cette information tellement ils s'il y en a qui ont s'approprient. déjà fait, Bah, moi, par exemple, là, je te dis ça avec des pincettes, mais par exemple, je n'entends plus parler de qui que ce soit qui change de balle. Moi, j'avais entendu Mickelson, je me souviens à une époque sur un majeur qui avait voulu changer entre deux tours parce qu'il avait ou beaucoup plus ou je sais plus quoi, c'était devenu très ferme. Mais mis à part ça, je crois que je l'ai rarement entendu. En tout cas, pas d'un tournoi à l'autre, d'une saison à l'autre pour Ouais, générer. mais c'est un vrai changement de balle. Ouais. Ouais, Là, c'est un vrai changement de balle. Même quelqu'un qui l'a joué depuis très longtemps, mais qui tout d'un coup change d'équipementier et se retrouve avec des clubs peut-être qui en génèrent plus ou moins et du coup ils sont obligés de changer de balle. Mais en courte saison par rapport aux conditions climatiques, peut-être qu'il y en a, hein, mais c'est vrai que j'ai pas de grands souvenirs. Est-ce que, les gars, une question là concernant la distance, est-ce que mettre beaucoup de spin à la balle peut être réducteur de distance? Ah Bah, oui. on le citait là, notamment sur le driving, où c'est le plus marquant et que les gens s'en rendent quand même un peu compte. Donc oui, c'est ça. Après, la quantité de spin, c'est ça aussi qui permet d'être très régulier sur les profondeurs. Donc c'est pour ça que c'est aussi intéressant d'en générer et d'être surtout régulier dans ce spin parce que c'est ça qui va vraiment influer sur la distance. On expliquera peut-être un peu plus ce qui peut se passer quand il y en a moins ou quand il y en a enfin, là on dit quand il y en a plus, mais c'est vrai que c'est très très important d'être très régulier sur le spin parce que c'est ça qui permet de vraiment faire au mètre près les mêmes distances. Si tu fais toutes les mêmes données
et que en fait, tu as un spin qui est différent de 1000 tours ou 2000 tours, bah, en fait, tu n'as pas la même distance en face. Ouais, parce qu'en fait, je trouve que les golfeurs parlent toujours de je veux de la régularité, je veux de la régularité, je veux de la régularité. Mais en fait, en termes de vitesse de club, en termes d'angle d'attaque, en termes d'ouverture de face par rapport au chemin et en termes de chemin tout court, les joueurs, l'immense majorité des golfeurs est beaucoup plus régulière que ce qu'elle pense. Par contre, il y a des fautes parfois dans l'impact. Effectivement, on ne la touche pas tout le temps au bon endroit. Donc ça, effectivement, déjà, le contact peut générer moins de distance ou plus de distance en fonction de si elle est vraiment prise dans le beurre du club ou pas dans le beurre du club. Mais l'une des choses qui change le plus entre un coup centré et un coup décentré, la constante qui va le plus évoluer, ça va être le spin. Et c'est le spin qui va justement permettre... Je parle pour la gestion des profondeurs. Parce que bien évidemment, s'il y a plus d'ouverture de face, elle va plus tourner ou plus de fermeture. Bon, bref. Mais en tout cas, sur la gestion des profondeurs, l'un des éléments clés, ça va être de... Alors, on n'est pas obligé d'être à 100 tours près de spin, mais ça va être vraiment la maîtrise dans une fourchette relativement pertinente de la maîtrise du spin pour pouvoir maîtriser les profondeurs. D'ailleurs, là, si on parle du contact comme tu as soulevé par rapport au spin, quelle est la partie du club, quand vous contactez la balle, qui va générer plus ou moins de spin en fonction, vous avez le milieu, vous avez la pointe, le talon, après on va pouvoir parler de hauteur, mais Kevin par exemple, est-ce qu'une balle qui est prise sur la pointe va générer plus de spin ou moins de spin par rapport au talon? Après, il y a peut-être d'autres facteurs qui rentrent en compte, mais déjà d'une façon générale. Alors, on va faire un peu pour les bois, un peu pour les fers, mais de façon générale, sur la pointe, on enlève du spin pour le drive et pour les fers. Dans le talon, c'est souvent bas dans le talon. C'est rare que ça soit haut dans le talon, mais bas dans le talon, ça génère généralement plus de spin. Donc la hauteur de contact également peut avoir un effet, parce que tu me parles de bas dans le talon ou haut dans le talon. Si tu la contactes haut dans le talon, qui est beaucoup plus rare que bas, est-ce que tu vas mettre moins de spin que si tu la contactes la partie haute du club, ouais. La partie haute du club a tendance à calmer le spin. La partie basse du club, la partie haute du club a tendance à calmer le spin, quand la partie basse du club a tendance à l'accentuer. Mais tu verras que c'est assez rare de voir des joueurs la prendre haute dans le talon. Oh, tu sais, on peut voir des choses mais extraordinaires. Il y en a, mais et haute dans le talon, c'est aux pointes. Haute dans le talon, c'est dans la malléole et ça fait mal en plus. Mais ouais, donc du coup, le contact influence vachement. Après, si on parle rien, même sans parler de latéralité, juste de hauteur, un peu bas dans la face, ça a tendance à mettre plus de spin. Un peu haut dans la face, ça peut en enlever. Très haut dans la face, ça en remet beaucoup. Alors, ça dépend, ça dépend aussi de la quantité de décentrage que tu peux faire. Mais sur la partie surtout sur le driver, en fait, vu que c'est incurvé, ça fausse un petit peu par rapport au fer. C'est pas la même chose parce que c'est beaucoup plus droit. Quand tu fais, de toute façon, tu la prends haute dans la face sur un fer, généralement c'est une gratte. Parce qu'elle est au sol, en tout cas c'est une gratte. Donc forcément ça enlève du spin. La gratte enlève du spin. Mais plus pour des questions de friction, comme disait Seb tout à l'heure. Parce qu'il y a de la matière. D'ailleurs on peut en parler. Et ce qui enlève du spin, il y a de la matière qui va se mettre entre la balle et la face de club. Donc là, à partir du moment où il y a de la matière qui va se mettre, ça peut être de l'herbe, ça peut être de l'eau, ça peut être... la plupart des éléments vont enlever du spin, sauf effectivement, comme disait Seb aussi tout à l'heure, sur le sable, qui lui va en rajouter. Et à ce moment-là, on rajoute du spin. Mais tous les autres, ça a tendance à enlever du spin. En quantité... En quantité faible, hein, parce que si tu fais une énorme gratte dans le bunker, elle n'aura pas de spin. Ouais. Tout est une question de contact au final, hein, dans tout ce qu'on dit. Bien la contacter, c'est ce qui permet de générer du spin. C'est ça. Donc, et notamment, c'est ça qui empêche certaines personnes de mettre suffisamment de backspin et de quantité de spin pour qu'elle recule, parce que comme disait, à partir du moment où la balle vole, il y a du spin, mais pas assez pour qu'elle recule. C'est ce contact est couplé un peu avec de la vitesse qui augmente cette friction. Et qu'est-ce que je voulais dire? C'était par rapport au backspin notamment. On va peut-être parler sur les quantités de spin. C'est le moment peut-être où on peut commencer à en parler sur les quantités sur chaque club. À peu près, on en parlait tout à l'heure pour voir si on était tous d'accord, mais avec le TrackMan, c'est quelque chose que moi je regarde beaucoup.
une règle un peu générale, c'est tu prends le numéro du fer. Donc, si c'est fer 7, tu fais x 1000, ça fait 7000. Et en gros, tu as une marge avec 1000 en dessous. Donc, Alors gros, qu'on explique juste le 7000, donc c'est 7000 tours de balle par minute. Tour de spin. Oui, la balle tourne sur elle-même 7000 fois. On a compté avec Kevin, on a vérifié. Ouais, c'était 7002, donc on a recompté 2 fois. On a dû recompter. Et cette quantité est prise en fait au trackman, en l'occurrence, quand la balle sort du contact avec la face de club. Et grosso modo, donc on dit que c'est 7000 pour un fer 7 jusqu'à 6000. Tu as un fer 8, c'est 8000 jusqu'à 7000. Voilà, grosso modo, c'est ça. Il faut que ça soit plutôt homogène. Et il faut faire attention parce que maintenant, on a des lofts de clubs qui sont de plus en plus fermés. Donc, en fait, vous pouvez avoir des fer 7 qui, au final, ont des lofts de fer 6, fer 5. Donc, il faut en tenir compte aussi sur le spin. Sinon, ça ne marche pas. Donc, c'est pour ça que vous tapez aussi plus fort. C'est parce que ça réduit le spin et les fabricants maintenant arrivent à faire des clubs où la balle part toujours assez haute avec du spin en moins, donc du coup tu tapes plus fort et donc du coup pas être étonné si vous avez plutôt un fer 7 entre 5 et 6000. Si vous commencez à avoir vraiment en dessous, à vérifier quand même d'avoir quand même vraiment une hauteur de balle d'être un peu plus plongeante et donc du coup ça devient compliqué d'arrêter la balle sur les greens. Ça va être plus compliqué d'arrêter la balle sur les greens. Et puis effectivement, si la balle n'est pas assez haute, elle va plus être optimale et elle va plonger. En fait, le spin est votre ami sur le wedging et sur les fers quand ça devient un peu votre ennemi au driver. Ouais. C'est un peu ça le thème. Oui, parce que la plupart du temps, c'est quand même... Il y en a beaucoup moins quand même qui ont des problèmes de pas assez de spin sur le driving plutôt que trop. Donc effectivement, alors que sur le wedging, c'est l'inverse. Et qu'est-ce qui fait que la balle, elle fait du backspin ? En fait, c'est que cette quantité de spin est tellement élevée à la sortie du contact du club qu'en fait, quand elle arrive au sol, elle a encore suffisamment de rotation pour pouvoir revenir. Donc effectivement, si vous, sur un coup de wedge, vous mettez 5000 de spin, ça va être compliqué sur un coup de 70 mètres que quand elle va arriver au sol, elle n'aura plus du tout de spin en fait. Donc du coup, elle va pas reculer. Si, comme ça devrait l'être sur un plein coup de sandwich par exemple, entre 10 et 11 000, voire 12 de temps en temps, ça part de tellement haut la rotation que quand elle arrive au sol, on en a encore et hop, là du coup, elle a encore de l'énergie pour pouvoir reculer. Ouais. Et le jeu qu'on faisait souvent avec le trackman, on l'a tous fait, c'était d'essayer de générer le plus de spin sur une distance la plus courte. Et c'est là que tu arrivais à faire reculer et tu vois d'avoir la balle là qui parle un peu basse en spin là qui te parle un peu basse dans l'esprit ouf comme ça et puis hop qui s'arrête et qui presque recule. On te sent plein d'émotions Kevin quand tu parles de ouais, j'ai toujours une pensée pour le Dave quand j'entends le lob shot bas le shot bas le lob shot bas le shot bas. Mais est-ce qu'on peut dire du coup que alors, la quantité de spin va dépendre bien évidemment de l'ouverture de la face de club. Ça va dépendre aussi également des conditions climatiques, comme tu as dit, par exemple avec du vent contre. Si tu tapes un coup de fer et que tu te retrouves un coup de sandwich, ou voilà, on va parler à peu près de 10 000 de spin, si tu te retrouves avec du vent contre, est-ce que le vent contre peut accentuer, ou même le vent dans une autre direction peut accentuer ce spin, ou pas du tout ? Ouais, c'est simplement une question de... C'est simplement, en fait, le vent contre, vu que ta balle, elle pénètre dans le vent, du coup, elle se fait accélérer en fait vers l'arrière. Donc alors, pendant que le taux de spin est censé se réduire au fur et à mesure du vol, là, le vent va la faire accélérer avec les alvéoles, avec le backspin. Du coup, elle va être en pleine résistance face à l'air. Et c'est là où on voit ces balles de temps en temps se lever. Et on se dit, oh là là, celle-ci, elle s'est fait prendre par le vent. Mais une balle qui aurait eu... par Thomas. Exactement. Thomas levé. Et... alors que si elle avait eu moins de spin, elle aurait pu être capable justement de, entre guillemets, transpercer un peu plus le vent. Donc oui, quand il y a du vent contre la balle, elle peut être énormément influencée. Plus il y a de spin, plus elle va se faire bouffer par le vent. Et inversement, quand il y a vent avec, justement, presque peu importe un peu la quantité de spin que va avoir la balle, elle va beaucoup se faire pousser. Et la quantité de spin que la balle aura moins de... la balle va moins se faire bouffer par le vent et influencer par le vent de manière aléatoire, je parle. Parce que ça en retire même. C'est-à-dire que en fait, vent avec, si tu es un joueur qui tape par exemple des drives avec très peu de spin,
le vent avec va avoir pas forcément beaucoup d'influence sur toi, et en tout cas pas beaucoup d'aide, et risque de même de faire plonger un peu la balle. Alors que quelqu'un qui génère de base beaucoup de spin, vent avec va être vraiment aidé. Alors par contre, vent contre, ça va être l'inverse. Donc c'est pour ça qu'on parlait un petit peu de chaque joueur. Mais c'est vrai que la plupart du temps, on est plus embêté vent contre que vent avec. On arrive à s'adapter vent avec. Mais vent contre, c'est difficile pour les personnes qui génèrent beaucoup de spin. Moi, je sais que j'en générais beaucoup et que ça a toujours été... parce que j'ai tendance à taper des shots plutôt à fond et que j'ai du mal à réduire les intensités. Et d'ailleurs, vent contre, c'est là où tu avais de la difficulté sur ça, c'est que l'intensité est obligée d'être réduite pour réduire le spin. Exactement. Et sur les profondeurs et pour gérer la balle quand il y a beaucoup de vent contre, ça a toujours été plus ou moins compliqué. Et c'est pour ça que moi, je l'ai fait beaucoup par les clubs et par la balle, plutôt que par le swing, mais c'est pas évident du tout d'avoir une balle dans le vent qui a la bonne quantité de spin, et c'est pour ça que les joueurs pros ont vraiment une grosse avance sur la plupart des gens là-dessus, c'est qu'ils contrôlent quand même vachement bien ce spin à très haut niveau. D'ailleurs, c'est là, quand il y a du vent contre, je trouve que c'est là où les amateurs ont le plus de difficultés, c'est controller ce taux de spin. Je pense qu'on peut essayer de leur donner un petit conseil pour les aider par rapport à ça. Le simple fait, comme on disait, de réduire l'intensité déjà de votre mouvement pour permettre de réduire le taux de spin et que la balle soit beaucoup plus pénétrante. Seb. En fait, c'est que vu qu'il y a vent contre, du coup, les gens se disent il faut que je frappe plus fort. En frappant plus fort, souvent l'angle d'attaque est plus verticale. Souvent, les gens ont une face ouverte par rapport au chemin, donc ça veut dire que qu'ils vont frapper fort vers le bas pour frapper fort la balle, avec une face ouverte avec plus de vitesse, donc la balle va avoir plus de spin. Donc, il pourrait presque prendre 2 clubs de plus en frappant toujours aussi fort, et la balle, elle serait toujours courte. Et tu oublies qu'ils mettent souvent la balle à droite, en arrière dans le stance, pour essayer en plus la faire partir basse. Donc, ce qui augmente encore le truc. Ce qui augmente encore tout. Donc, alors que de faire le même style de swing avec un club de plus, mais en réduisant l'intensité, vu qu'il y a moins de vitesse, ça va créer moins de spin. Et donc, du coup, il va y avoir une meilleure maîtrise de la balle. C'est-à-dire qu'en swingant plus doucement avec un fer 7, la balle, elle irait peut-être plus loin, enfin, elle va aller plus loin qu'en prenant un fer 6 et en la défonçant. Ce qui est parfois, pour les joueurs qui ont pas mal de spin. Et en plus de ça, quand tu prends 1 ou 2 clubs de plus, tu tues le spin par le loft, parce que tu commences à avoir un loft de club qui est plus faible. Donc déjà, tu vas générer moins de spin de base. Tu enlèves de l'intensité, tu tues encore le spin. Donc en fait, tu te retrouves avec une balle qui est vraiment propice à être jouée dans le vent, et surtout dans le vent contre, qui a très peu de spin. Et du coup, vous allez être surpris d'une balle qui en fait vole quasiment sans l'influence du vent. Alors qu'effectivement, on voit plus souvent et puis même c'est intuitif, tu as envie de te dire, il y a vent contre, je tape plus fort, je mets la balle un peu à droite, je viens l'écraser. Et tous ces réflexes-là, c'est des réflexes qui sont pas très bons pour le spin. Alors, sur un fer 5, sur un fer 4, les golfeurs, la plupart du temps, ne la décollent pas assez, ne génèrent pas assez de spin pour que ça soit vraiment très embêtant. Mais je parle vraiment, on va dire, entre 7 et pitch. C'est là où on voit les plus grosses erreurs de spin par rapport au vent. Donc faire attention et apprendre et puis tout de suite, vu que je joue encore, mais plus vous, je vais me permettre de dire, et c'est aussi, vous me pardonnez l'expression, là où je me fais encore bien baiser aussi. C'est bip, bip. Mais c'est là où je me fais encore. Ah voilà, c'est bon, j'ai trouvé le bon mot de la langue française. C'est là où je me fais bien avoir. Là où je me fais bien avoir aussi encore, c'est exactement dans ce que tu dis, Kevin. Ça va être entre 90 et 150, 160 mètres avec du vent contre. Donc ça va être tout ce qu'il y a entre mon sandwich mon wedge du milieu, donc mon 54, jusqu'à mon fer 7 à peu près sur les vents contre. C'est là où je me fais le plus avoir. Bien sûr. C'est pas évident de trouver, d'accepter de prendre 1 ou 2 clubs de plus. Parfois, tu te dis, mais je vais quand même arriver à la tenir dans le vent. Et c'est pas évident du tout. Et surtout, parfois, si tu n'es pas habitué à le faire, parfois tu sous-joues le coup. À vouloir pas l'accélérer, en fait, tu fais plus le swing. Et là, effectivement, ça marche pas. Et on se dit, maintenant, j'aurais dû taper un coup plein. Enfin, voilà. Donc, il faut imaginer des grands swings. Donc, vraiment, un swing entier.
mais avec une intensité en dessous. Et c'est vachement intéressant en practice. Faites-vous l'exercice de vous dire, vous prenez un fer 7 ou un fer 9 et vous tapez un coup à 100%, mais en prenant conscience que c'est un coup à 100%, un coup à 80 et un coup à 60 ou 75, 50, enfin peu importe, mais vous essayez de baisser en intensité tout en gardant une pleine amplitude. Et c'est un super exercice déjà pour voir si votre synchronisation est bonne à plusieurs vitesses. Et en plus, c'est un des coups que vous pouvez découvrir, vous dire, ah ouais, en fait, le coup à 75 ou à 80, bah en fait, il existe. Et dans le vent, c'est peut-être celui-là que je vais pouvoir utiliser et être plus performant. Ouais, et ça, c'est une manière de le prendre, l'exercice. Et tu as une autre manière de le prendre, c'est de, par exemple, viser un drapeau qui est, je dis n'importe quoi, à 100 mètres, et puis de taper un plein coup de fer neuf pour essayer d'y aller, pour ceux qui peuvent y aller, et puis d'essayer de le toucher, de faire 100 mètres aussi avec le fer 7, puis avec le fer 5, et vous pouvez même vous amuser à essayer de taper un coup de drive qui tombe à 100 mètres. Il y a le côté là où tu prends le même club et tu joues différentes intensités, et il y a aussi la même distance que tu joues avec plusieurs clubs. Ouais, les deux sont super à faire. Ouais. Sinon, n'hésitez pas à aller réserver un billet d'avion et d'aller en Écosse au mois de janvier, dans des conditions climatiques dures, le vent, la pluie, pour comprendre que même quand vous êtes à 60 mètres, si vous faites 100 mètres au fer 7, vous allez le prendre aussi à 60 mètres, voire 50 mètres ce fer 7. Ouais, alors à 60 mètres, du coup, dans ces conditions-là, c'est putter, ça n'a rien à voir. Non, mais c'est vrai que c'est une super aide et une super compréhension, je trouve, de jouer dans le vent, encore plus dans ces pays où tu as du coup des conditions climatiques qui sont régulièrement non évidentes. Pour comprendre cette notion de balle basse, les parcours énormément ont été créés autour de ça. Donc c'est vrai que je trouve que, alors moi j'ai vécu 1 an à Dinard quand j'avais 15 ans, 16 ans dans les pôles espoirs à la base, et c'est vrai que l'hiver, les conditions climatiques sont pas forcément idéales, on va dire idéales dans le sens parfaite pour optimiser votre jeu dans des très bonnes conditions. Et d'avoir appris pendant 1 an à jouer dans le vent, ça m'a énormément aidé et fait comprendre que maintenant ce n'est plus un problème, où d'habitude je faisais 150 mètres au fer 7, de prendre même parfois le fer 4 à 150 mètres pour faire un coup un peu et maintenant, roule. Qui sont tes distances maintenant? Exactement, c'est ça. En yards. Passé à l'hybride 9 d'ailleurs, ça, parce que... Non, mais je trouve ça très intéressant. Donc, allez faire des voyages à l'étranger dans ces conditions-là. Donc, vous allez plus précisément Irlande, Écosse ou Angleterre. Ça ne veut pas dire qu'il fait tout le temps horrible dans ces pays-là, mais les conditions ne sont pas optimales la majorité du temps dans l'année. Et vous verrez que ça sera quand même une super bête pour vous apprendre à faire tout ça. Si vous voulez éviter de vous punir, essayez d'y aller plutôt en juin-juillet. Vous aurez du vent et puis peut-être que vous avez une chance d'être un peu en polo quand même de temps en temps. Alors, on vient de parler du backspin essentiellement. J'aimerais qu'on parle du side spin. Side spin, alors vous allez me dire si je me trompe les gars, mais je pense que pour faire du side spin, est-ce qu'il faut qu'il y ait forcément un effet dans la balle, enfin une trajectoire, j'ai envie de dire, un draw ou un fade? Seb ou Kevin, si vous voulez. Qui va être plus ou moins perceptible sur les petits clubs, mais effectivement, de toute façon, le side spin, il va être créé par une data qu'on retrouve sur le TrackMan qui est le spin axis, donc qui va être... Là, on a parlé du backspin et du topspin, qui est en fait simplement comment la balle tourne sur elle-même, sur un axe, sur l'axe dans lequel on jouait, par exemple. Mais le side spin, ça va être d'un point de vue latéralité. Donc, si la balle, elle tourne sur elle-même, ok vers l'arrière, mais aussi vers la gauche, ça, c'est une balle qui va tourner de droite à gauche. Si elle a beaucoup, en l'occurrence de spin axis, quand elle va impacter le green, ok, elle peut avoir envie, par exemple, de reculer si elle a énormément de backspin. Mais si elle a aussi beaucoup de spin axis, elle va vouloir reculer, mais à gauche. Et inversement, à droite. Donc on est obligé de mettre un effet pour mettre du side spin. On le voit bien, oui, parce qu'une balle toute droite, elle tourne, une balle absolument toute droite, la balle parfaite qui est à 0-0 toute droite, elle a de l'énergie qui est que vers l'arrière, pas sur le côté. Mais on le voit très bien sur, par exemple, sur un drive, imaginons slicé. C'est quand même rare que la balle, elle kick à gauche. Si elle kick à gauche, c'est qu'elle a pris une butte ou qu'elle a pris un défaut du terrain, ou que vous avez juste eu énormément de chance. Mais sinon, la balle, elle va avoir tendance sur un sol relativement classique à kicker à droite et à aller à droite, en fait, à continuer à aller à droite sur une balle slicée pour un droitier, simplement parce que la balle tourne sur elle-même. Donc ça, c'est la donnée qu'on a sur le TrackMan, qui est le spin axis, mais qui est la rotation de la balle sur elle-même, ok, mais en latéralité.
Ouais, je pense tout de suite, et vous pouvez aller regarder sur Internet à Bubba Watson quand il gagnait son premier Masters, en playoff, là, au 10, quand il met Ce la balle dans shot. les arbres, et que, bon, en gaucher, lui, est obligé de faire un énorme draw, alors que le green, de mémoire, je dis pas de bêtises, donc il est un peu en montée et de droite à gauche. Donc, du coup, dans cette situation-là, on le voit bien mettre un immense draw qui, au final, fait pitcher la balle au niveau du green et qui contre la pente du green en plus. Ouais. Et c'est vrai que ça, c'est assez impressionnant et on voit à quel point l'effet de la trajectoire sur un green est assez important. Donc là, si on parle du spin axis, on peut voir la quantité de spin latéral qu'il y a, quoi. Et effectivement, le spin, le side spin, ça peut aussi être une recherche volontaire qui est couplée un peu avec le fait de vouloir taper un drapeau, par exemple, qui est collé à gauche et il y a tout un green qui descend vers la gauche. Bah, parfois, de prendre de la marge par la partie droite du green, la faire rentrer en draw et du coup imprimer du side spin vers la gauche et qui va aider votre balle à venir rouler vers la gauche, ça peut être intéressant pour aller chercher certains drapeaux sans se mettre en gros danger Sur la d'aller sortie jouer de tout balle, droit. ouais. Ouais, et puis Ouais. se permettre de la faire rebondir dans une pente avec l'effet adapté à la pente pour pouvoir la rapprocher du drapeau. Ouais. Voilà, mais effectivement, ça part toujours, comme disait Seb, d'une balle qui tourne du coup sur un axe. Forcément, ça part d'un effet de trajectoire, ou draw ou fade, ou plus prononcé. Mais c'est vrai que quand la balle elle fait un slice et qu'on entend les golfeurs de temps en temps dire kick à gauche, kick à gauche, kick à gauche, bon ben là c'est que vous allez plus souvent à l'église que voir votre prof de golf, hein, parce que ça a plus de chances de marcher avec une action divine qu'avec. Il faut avoir un petit coup de chance, hein, ça, Ouais, c'est ouais, certain, ouais, de toute façon, ouais, là, voilà. c'est si tu as posé le bon cierge au bon moment, effectivement, elle va peut-être kicker à gauche, mais bon, voilà, 95% du temps, une balle qui tourne de gauche à droite, elle va kicker à droite parce qu'elle a justement ce side spin vers la droite. Donc, bah, c'est là qu'elle va, en fait. Donc ça soulève une question intéressante. Est-ce qu'on peut mettre du top spin en faisant du side spin? Est-ce que du coup... Dans l'absolu, on pourrait. Mais bon, je ne vois pas comment techniquement ça peut être... Ça devient compliqué. Parce que le top spin, lorsqu'on tape un grand coup de golf, on le disait Seb, c'est forcément une caponne. Alors, réussir à faire une caponne en même temps, faire un top spin, je crois qu'il y a un coup Mais en à fait, créer. Je crois que les gars, on peut chercher quelque chose sur En ça. fait, en réalité, quand quelqu'un essaye de dire je vais taper une sorte de top spin, en fait, c'est plus que tu tapes un coup qui réduit énormément le spin. Ouais. Mais donc une balle un peu enroulée, souvent un petit peu justement en draw ou vraiment enroulée de droite à gauche, va réduire le spin. Donc tu peux avoir l'impression de faire un peu un top spin, mais en réalité, il y aura toujours du backspin. C'est juste qu'il y aura une quantité de backspin qui sera moindre dès le départ et du coup, elle va plus vite ne plus avoir de rotation en arrivant au sol. Et comme au chipping, de temps en temps, il y en a qui ah ouais, mais elle a accéléré au deuxième rebond, mais en fait, c'est juste parce qu'elle n'avait pas assez de spin au premier rebond. Et que du coup, bah, en fait, vu qu'elle a quand même de l'énergie qui va vers l'avant, bah, effectivement, elle a perdu tout backspin après le premier rebond avec le contact au sol. Et après, en fait, elle se met à rouler parce qu'elle n'a plus de backspin. Mais quand elle vole, la balle, elle en a automatiquement. Bien sûr. Sauf sur les capones. Des grands coups. On parlait des grands coups. On va parler aussi un peu du putting. Tu l'as évoqué tout à l'heure, Seb. Au putting, ça fait partie des coups où là, on ne cherche pas à mettre du backspin, mais plutôt du top spin. C'est ce qui va permettre d'optimiser la roule de la balle. Donc ça, effectivement, comment obtenir ce top spin? Lorsque on est sur un drive majoritairement ou un fair, alors peut-être un peu moins sur le drive, mais on va chercher à prendre une balle qui va être en descendant. C'est ça qui va créer en fait cet angle de décollage de balle qui va être élevé, mélangé à l'ensemble des paramètres, friction et autres, qui fait que la balle crée du backspin. Là, ce qu'on va chercher à faire notamment au putting, c'est la prendre en remontant. Donc le fait de la prendre en remontant va vous aider à générer du top spin, alors que si vous prenez la balle en descendant, là par contre il va y avoir des problématiques. Vous allez avoir de la difficulté sur bien faire rouler une balle sur le green, vous allez avoir des complications sur le dosage, donc il faut être extrêmement vigilant. Et ça, je tiens à le dire parce qu'il y a beaucoup de personnes, je vois dans leur mouvement, qui essayent très vite après l'impact de remonter le putter très rapidement. Mais en faisant ça, vous pouvez très bien prendre la balle en descendant, donc il faut être vigilant que
Prendre une balle en remontant pour générer du topspin au putting, c'est positionner déjà la balle légèrement à gauche du milieu de votre stance et d'avoir, si vous voulez, le centre du corps, le centre de gravité du corps qui est légèrement derrière la balle. Naturellement, vous allez optimiser vos chances de prendre une balle un peu en remontant. Et il y a aussi cet effet, comme on dit, de side spin qui peut exister, mais qu'on essaye de ne pas du tout faire du coup sur le putting, parce que malheureusement, c'est là où vous risquez d'avoir, alors faiblement, mais cet effet un peu de side spin qui peut être prononcé, donc une balle qui peut sortir plus ou moins à gauche ou à droite au moment où elle décolle du sol, parce que la balle, quand vous puttez, elle a toujours un léger angle de décollage, et si jamais sur des longs putts, vous avez tendance à mettre un peu de side spin, c'est là où la sortie de balle en plus peut être un peu plus aléatoire. Toi, avec la technologie que tu utilises, tu as la balle, j'imagine que c'est mesuré le spin juste après la sortie de l'impact. On appelle ça le skid, ouais, c'est ça. Et tu as quelle quantité de spin idéale? Est-ce que tu as une recherche vraiment de quantité de spin? Parce qu'il y en a forcément. Est-ce que tu arrives vraiment à avoir vraiment de top spin, ou tu as quand même une balle qui fait un peu de backspin et après qui part dans le sens? Non, la balle doit surtout pas avoir de backspin au décollage. En fait, c'est assez simple de le voir. On recherche en fait sur les chiffres à avoir un angle d'attaque qui est légèrement remontant, avec en fait un angle de décollage de balle qui est également légèrement. Donc on va regarder ça va dépendre de plusieurs paramètres, mais c'est cet angle de décollage de balle qui va être également en relation avec le dynamic loft. Donc dynamic loft, c'est quoi? C'est quel va être le loft de votre putter au moment de l'impact qui va générer ça. Et on cherche toujours à avoir une balle qui a ce léger angle de décollage avec un léger top spin. Et ça, c'est assez simple de le vérifier en fait, parce que attends, je te coupe, mais si tu as un peu de loft, ce qui fait décoller la balle, on est d'accord que c'est que le fait qu'il y ait un tout petit peu de loft au moment de l'impact avec le putter. Oui. Et exactement. Ça, tu arrives à ce que ça génère pas un micro-rotation arrière avant de prendre... Non, parce que ça va dépendre, c'est la différence entre ton dynamic loft et également l'angle d'attaque qui va générer un petit peu de top spin. Donc il faut être vigilant. Donc parce que les meilleurs putters, elles partent direct en rotation avant. Elle a une très légère rotation vers l'avant, ouais. Exactement, il va y avoir donc un léger saut, on va appeler ça le skid, qui va être en fait la quantité, si tu veux, de vol de balle sur le green. Et en général, en même temps, lorsque cette balle décolle, elle va avoir un léger top spin, où elle peut avoir pas du tout de spin, mais on cherche encore une fois à optimiser une roule de balle, et la balle, elle va beaucoup mieux rouler à partir du moment où tu génères du top spin que pas de spin. Donc on essaie toujours d'avoir très légèrement cet angle de décollage de balle, mais la grosse erreur, c'est qu'il y ait du backspin. Et ça peut venir de plusieurs... Et c'est seulement par rapport à des qualités de green, ou parfois où l'herbe qui est un peu épaisse, surtout ça, ou qui roule pas beaucoup, où là on peut chercher volontairement à adapter ou sa technique ou son putter pour justement qu'il peut y avoir un saut un peu plus un saut de la balle un peu plus prononcé, et peut-être parfois du coup générer un tout petit peu plus de backspin que de topspin. Forcément, si la balle décolle plus, c'est plus compliqué de mettre du topspin. Ouais, en fait, les deux causes de backspin en termes d'angle de décollage de balle, il se peut parfois que l'angle de décollage de balle soit trop faible ou même négatif. Donc, si la balle décolle vers le sol, c'est un peu une sorte de caponne, si je puis dire, pas par le contact, mais par l'angle de décollage de la balle. Donc, elle va s'enfoncer dans le sol et ensuite, du coup, elle va se mettre à sautiller. Et encore une fois, si l'angle de décollage de balle est trop élevé parce que le dynamic loft est trop élevé, ou cette relation qu'il y a entre le dynamic loft et l'angle d'attaque n'est pas bon, c'est là où la balle va créer du backspin. Je pense que c'est là aussi où on a perdu pas mal d'auditeurs. Je veux dire, qu'est-ce que c'est chiant le putting, hein. Mais bon, encore une fois, je ne citerai pas de nom, mais j'ai une élève hier qui est venue et qui m'a dit, voilà, cette élève est 5 d'index, elle m'a dit, écoute, je peux être extrêmement mal, c'est l'horreur. J'ai dit, ok, d'accord, est-ce que tu peux me décrire déjà une séance d'entraînement? Une séance de quoi? Une séance d'entraînement au putting. Ah ben, je m'entraîne pas au putting. Attends. C'est de la chance. C'est que de la chance. Putting, mais si vous voulez être performant, il y a un moment où il faut rentrer des putts. Alors oui, c'est un peu de chance, je veux bien. Mais bon, non, je dis pas ça, sinon mon métier, il est tué. Hein. Si je dis que le putting, c'est de la chance, j'ai plus aucune crédibilité. J'ai toujours su que tu aurais un métier basé sur la chance, de toute façon. C'est pour ça, d'ailleurs, il faut que je regarde mes résultats Euromillions, là, parce que je pense que... Mais ça fait 3 fois que tu gagnes quand même. Ça fait exactement. beaucoup. Bon, voilà, intéressant de parler aussi du putting, même si c'est peut-être le secteur du jeu qui est le moins en valeur. On voit quand même que
au golf, il faut quand même faire toujours compliqué, quoi. On pourrait pas que ça soit la même chose pour tout le secteur de jeu. On voit que c'est différent pour tous, donc c'est sympa. Vous avez encore de belles heures. On a surtout de belles heures encore devant nous. Mais ouais, non, c'est pas évident hein, d'avoir toutes ces notions-là. Alors, elles peuvent être instinctives. Parfois, bah voilà, on se rend compte, tu peux être bien, mais en fait, c'est parce que tu fais déjà ces choses-là un peu naturellement et c'est quelqu'un qui peut être bien. Quelqu'un qui drive bien, en fait, a plutôt un taux de spin qui est le bon pour le drive. Enfin, voilà, on voit que, heureusement, parfois, tout s'enchaîne bien et tout se fait bien dans le bon ordre. Vous n'avez pas forcément besoin de vous prendre la tête sur chaque coup sur le spin. Mais c'est vrai que d'avoir cette petite notion, en tout cas cette vérification, soit avec votre coach, soit lors des fittings, soit lors que vous allez voir des experts dans le domaine, que ce soit moi avec le Trackman, Antoine avec les différentes technologies qu'il a pour le putting, bah, ça permet quand même d'avoir un check-up et de savoir si vous ne pouvez pas optimiser un petit peu sur différentes choses. Souvent, ça va être lié quand même à des fautes techniques de chemin de face, de relation chemin de face ou d'angle d'attaque. Mais parfois, ça peut être aussi parce que par le matériel, comme on peut voir, on va en parler lors des fittings, ça peut être sur la balle, ça peut être pour différentes choses. Donc, bien voir où vous pouvez optimiser le spin. Et si, par exemple, vous avez des problématiques techniques que vous n'arrivez pas à résoudre, bah, peut-être s'orienter vers le fitting ou vers la balle pour essayer de vous aider à optimiser. Pour moi, je trouve que c'est mieux de le faire au maximum par la gestuelle et par la mécanique, mais parfois on ne peut pas ou parfois on n'a pas forcément le temps ou l'envie de faire des changements. Donc essayez au minimum d'essayer d'optimiser un petit peu votre trajectoire. Seb, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou tu es d'accord parce que Non, je suis parfaitement d'accord. J'acquiesce. Bon, super. Écoutez, cet épisode donc du coup autour du spin a été très intéressant. Il y a beaucoup de choses à développer. Là, on va parler du spin, mais on parlera au bout d'un moment de beaucoup plus de paramètres. Mais en tout cas, voilà, la gestion du spin indispensable pour vous aider à être plus régulier et à comprendre l'effet du coup de la balle avec le sol, avec le club, pour tout simplement être beaucoup plus régulier. Kevin, j'y pense, vu qu'on a parlé un peu du spin optimal par club. Est-ce que tu as un petit chiffre qui traîne de la différence qu'il va y avoir à données équivalentes de club, de vitesse de club et compagnie, de la différence de mètres de portée qu'il va y avoir entre quelqu'un qui a 2000 de spin, 3000 de spin, 4000 de spin ou 5000 de spin au driver avec les mêmes données. C'est-à-dire s'il a 90 de tête de club et cling, 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 s'il a 2, 3, 4 ou 5, est-ce qu'il y a une espèce de, pas de règle, tant de spin en plus c'est ça, ou en moins et compagnie, juste pour que les gens se rendent compte de la distance qu'ils peuvent gagner en maîtrisant mieux leur spin? Alors, en chiffre exact, non, je ne vais pas l'avoir, tout simplement parce que ce qui est assez compliqué, c'est que par exemple, pour les mêmes données, mais quelqu'un qui a 10 de lunch de balle, quand il va faire 2000, lunch, 3000, explique-le en même temps. Le lunch, c'est l'angle de décollage. C'est l'angle de décollage de la balle. En fait, quelqu'un qui va avoir 2000, 3000, 4000 tours de spin va pas avoir le même écart parce qu'on va se rapprocher ou s'éloigner de l'optimisation à chaque fois que de distance que par exemple quelqu'un qui aurait 5 de lunch ou 15 de lunch. Donc ça ferait beaucoup de données, ça doit exister, mais je ne les ai pas. Pour donner quand même des quantités vraiment avec des pincettes, je vous dis ça sans chiffre exact, mais l'optimal qu'on essaye d'avoir généralement, c'est entre 14 et 16 de lunch avec aux alentours de 2100-2300 de spin. Ça, c'est à peu près l'optimal qu'on essaye d'avoir. À partir du moment où on augmente le lunch, donc c'est-à-dire que la balle décolle tout de suite plus haut, on peut se permettre de baisser le spin. C'est assez rare quand même qu'on aille en dessous les 2000. Il y a quelques joueurs qui le font, mais ça devient très dangereux. Oui, là, on parle que de joueurs de très très haut niveau. Là. Ouais. Et par contre, on a beaucoup l'inverse avec des personnes qui vont décoller la base à 10 ou 9, où là, en fait, tu es forcé d'avoir un spin un peu plus élevé, donc 2005, 2007, 2008 maximum. Au-dessus des 3000, c'est quand même assez rare que ça soit optimal. Il y en a, mais c'est quand même assez rare. Et donc, du coup, pour répondre à ta question, on va dire sur 500 tours de spin de différence, 1000, je pense que c'est même énorme, mais sur 500 tours, tu peux voir 15 mètres. Ok. Tu peux voir 15 mètres.
Forcément, ça dépend si quelqu'un tape le drive à 100 mètres ou quelqu'un qui te le tape à 300, ça va être plus prononcé. Quand tu tapes à 300, ça peut être 25 mètres. Et quelqu'un qui tape à 100 mètres, ça va peut-être être seulement 6 mètres. Donc forcément, tu vois, ça fait beaucoup de variables à prendre en compte. Mais c'est une influence qui est énorme. Vraiment, ça fait une grosse différence. Et d'ailleurs, vous pouvez déjà le vérifier. Parfois, on n'a même pas parlé des flyers. C'est quand même, on ne peut pas faire cet épisode sans parler d'un flyer. Alors, qu'est-ce que c'est un flyer? Ça va être une balle souvent qui est un peu portée dans du rough. Ou parfois légèrement enfoncée aussi. Oui, parfois un petit peu enfoncée. Mais en tout cas, c'est une balle qui va décoller souvent un peu plus haut que le launch habituel du club. Et qu'en plus de ça, a peu de friction par le fait qu'il y a de la matière. Donc là en l'occurrence du rough ou de l'eau, et du coup ça fait l'enchaînement plus haut, moins de spin, et là on se retrouve avec une balle qui va voler 10-15 mètres plus fort que prévu, que par rapport à votre distance. Et ça vous le voyez de temps en temps dans des attaques de green où vous n'en avez pas tenu compte. Vous tapez la balle, vous tapez un super coup. Et elle là, part beaucoup trop fort. La balle taper 10 mètres derrière le green. Et là, vous vous dites, ah oui, là, il y a un problème. Alors non, ce n'est pas une erreur de club. Alors oui, c'est une erreur de club par rapport à la situation. C'est une erreur de jugement. C'est une erreur plus d'appréciation de la situation. Ouais. Donc ça, faites très attention quand plusieurs choses. Balle un peu surélevée dans le rough. L'herbe qui est plutôt dans le sens du jeu. S'il y a de l'eau en plus, si c'est mouillé, la face qui est mouillée. Toutes ces choses-là, c'est des choses qui enlèvent du spin et augmentent le launch. Donc, ce qu'on cherche à faire en fait au drive pour optimiser. Là, sur les fers, si ça vous arrive sur le parcours, tout d'un coup, vous avez des erreurs de profondeur. Donc, vraiment, faites attention, prenez conscience de comment est placée la balle et vous dire, est-ce que là, j'ai une chance ou pas de faire un flyer? De rajouter du spin ou d'en enlever, ouais. Et du coup, de se dire, OK, le danger, il est derrière. Je préfère au pire, je me suis trompé. Elle n'a pas fait le flyer, je suis devant le green, mais je suis encore en vie. Que non, je pense qu'elle ne va pas le faire et hop, elle le fait. Et puis là, elle est 20 mètres derrière dans l'eau. Donc, vraiment essayer de faire attention. Donc, la solution, en fait, c'est de taper des coups de drive dans le rough pour aller plus loin. Exactement. Pour faire des flyers ensuite énorme. avec le driver. Là, tu tapes énorme. Il faut savoir que aussi le flyer est quand même aussi une situation et un coup de golf qui est redouté par l'ensemble des pros. C'est quelque chose qu'ils ne recherchent absolument pas parce que effectivement, il y a très peu de contrôle parce que parfois on peut être, comme on dit, une appréciation de l'ail qui va être un live fly et finalement elle ne va pas du tout partir comme ça, ou parfois on pense qu'elle ne va pas du tout partir en fly, elle va partir. Donc c'est quelque chose qui est vraiment redouté par les pros parce qu'en plus d'avoir des greens qui sont assez fermes, vous faites ça quand vous avez peut-être un par 5, vous avez 330, 340 mètres, vous pouvez avancer, tant mieux. On met un coup de bois qui est peu de spin, ça fait encore plus avancer la balle. Mais lorsqu'on est sur une attaque de green, déjà que les greens sont plutôt fermes par rapport à la moyenne des greens qu'on peut trouver chez les amateurs, alors c'est vraiment un coup qui est extrêmement redouté et très dur de contrôler. Après, c'est vrai qu'il y a peu de recherche de contrôle. En fait, souvent ils l'identifient, eux ou le caddie. Et derrière, en fait, il le provoque. En fait, tu me diras, Seb, si toi tu joues comme ça, mais moi, je sais qu'à l'époque où je jouais, je savais comment aller attaquer la balle pour, à 9 fois sur 10, être sûr de prendre le flyer. Et donc, du coup, j'anticipais vachement sur le choix du club. Et je cherchais à faire le flyer et je l'avais anticipé. Et je savais que même si elle le faisait, j'étais encore dans une anticipation de zone où elle pouvait atterrir. Et si le drapeau raconte comment c'est là où c'est compliqué derrière. Tu as un fly avec un drapeau derrière un bunker pour arrêter la balle sur le green. Tu ne peux absolument rien faire. Ouais. Là, raconte comment tu le crées volontairement. Alors, volontairement, généralement, forcément, tu prends un club qui est un peu plus ouvert parce que tu anticipes le fait qu'elle va partir plus forte. Et moi, ce que je faisais, c'est d'aller avoir une sensation d'aller la chercher beaucoup plus verticalement et d'aller un peu l'écraser dans le sol pour qu'en fait, elle prenne vraiment beaucoup de matière pour être sûr en fait, que la balle sorte forte. Et en plus, prennent peu de friction. Beaucoup de matière ne veut pas dire essayer de faire une sorte de gratte, on est d'accord, parce qu'il y a une différence. Tu t'expliquais que le flyer aussi était de temps en temps dû à l'herbe qui pouvait s'interférer entre la face et la balle au moment de l'impact, mais tu ne cherchais pas volontairement à prendre plus d'herbe. Non, et surtout, c'est des coups avec beaucoup d'intensité, où là tu y vas, quoi. Et en fait, je trouve ça plus facile d'anticiper et de provoquer le fly que d'essayer de ne pas le faire. Parce que d'essayer de ne pas le faire, de temps en temps,
Tu vois, tu essayes de réduire l'intensité, tu essayes de trucs, mais en plus dans le rough, c'est compliqué de réduire l'intensité. Il y a parfois, en fait, tu sais pas quoi faire et d'essayer de pas le faire, tu peux quand même le faire. Donc, autant se dire, ok, je vais le faire. Au pire, si elle le fait pas, bah, je sais que j'ai anticipé ma zone et au moins, tu n'es pas surpris de se dire, ok, il faut pas qu'elle le fasse. Donc un fly en altitude, quand il fait 30 degrés dans le rêve comme ça, le faire 8, il s'arrête jamais, ça va jusqu'à la Non, lune, mais- c'est ça. Non, mais tu rigoles, mais en l'occurrence, par exemple, à Cran, Tu peux où prendre Seb, plus, tu peux prendre plus 20% en fait, quasiment. ouais, c'est dément. C'est-à-dire que tu te retrouves à être dans le rough, tu te dis, celle-ci, elle peut faire le fly. Elle fait pas le fly, t'es 30 mètres court du green, quoi. Parce que t'as anticipé, plus l'altitude et tout. Et tu la prends un peu moyen. Voilà, là, tu dis, ah ouais, non, mais en fait, elle l'a pas du tout fait. Ouais, Ça soulève un problème, les peut-être. anticipations de flyer, tu peux prendre des grands moments de solitude. Ouais. Ouais. Je soulève une question, mais peut-être qu'on n'a pas du tout l'information, mais est-ce que l'effet de l'altitude et du spin ont une relation? Est-ce que plus il y a d'altitude, plus tu vas mettre de spin ou quelque chose comme ça? Là, je j'ai absolument pas la Ouais, réponse. Je pense que c'est en altitude, ta balle elle a moins de spin. Ouais. moins Donc, de du coup, il spin. faut En générer altitude, plus. ta balle elle a moins de spin, donc du coup, tu peux avoir des ajustements de loft sur le driver, mais ta balle a moins de spin en altitude. Ouais. Donc plus de difficulté à arrêter sur les greens. Si tu prends par exemple des greens fermes, telle fermeté à 0 si. d'altitude Ouais, et à quand tu as 3000, enfin, des greens fermes en altitude, ouais, ça va être plus compliqué, mais tu as ce côté aussi de au drive, tu vas souvent chercher à la taper en fait un peu plus haute, par exemple, vu qu'elle a moins de spin. Donc quand tu es en altitude, souvent tu vas essayer de la taper un peu plus haute, ouais. Mais tu essaies de la taper plus haute, pas forcément par la prendre en remontant comparé à la plupart du temps, plutôt par Juste le que ta réglage balle, dans le elle club, passe comme plus disait. de temps, ouais, qu'elle passe plus Ouais. de temps en l'air en fait. C'est ça. Moi je le mettais souvent en plus 1, ou ça m'est déjà arrivé même en plus 2 en altitude. Parce que moi je la prenais quand même pas mal en remontant avec peu de spin, donc pour rajouter du spin. Et parce que sinon la balle elle plongeait en fait, tu perdais de la distance. Donc rajouter du loft sur les fers c'est plus compliqué, à moins que quand tu es sur le tour tu peux peut-être changer les lofts, mais nous on le faisait pas en tout cas. Mais effectivement ça a une influence, c'est très important. On va sur l'altitude, ça change un petit peu ces notions de spin. Parfait. Messieurs, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? On a beaucoup développé sur le spin. Est-ce qu'on donne un Ça conseil? tombe bien parce que c'était le thème de l'épisode en plus. Comment? Ça tombe bien parce que c'était le thème de l'épisode. Exactement. Mais est-ce qu'on, du coup, vous avez d'autres choses à rajouter? Ouais, je pense que il y avait déjà beaucoup d'informations. Il va falloir réécouter l'épisode plusieurs fois, messieurs, dames. Mais en tout cas, ouais, voilà. J'espère qu'on vous a aidé à bien comprendre l'intérêt du spin, l'effet que ça peut avoir et tout simplement que ça peut être C'est un beau ça. avantage. L'effet que ça peut avoir, c'est une belle phrase. Ah oui, bravo, j'y étais pas du tout. Tiens, peut-être que ça peut être un. C'est un du autre talent épisode. ça. C'est le Non, talent, on avait déjà Antoine. donné l'épisode Du de inné. Moi de l'effet Du avec inné. les C'est le trajectoires. talent, c'est facile, ça sort tout seul. C'est inné. Mais je trouve que Kevin est beaucoup plus doué pour ça. Donc je Pour lui le inné laisserai la maîtrise et l'œuvre. Non, c'est le aîné, mais ça n'a rien à voir. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. J'espère, en tout cas, comme je disais avant, que maintenant le spin n'aura plus aucun secret pour vous. S'il en a encore, écoutez, je ne pense qu'on ne pourra plus rien faire pour vous à part refaire un nouvel épisode, le spin Non, partie on 2. répondra à vos questions. Vous pouvez toujours nous contacter. On répond avec grand plaisir. Exactement. En clôture? En clôture, Kevin, je te laisse Allez. énoncer nos sponsors, suivis par Sébastien et moi. Et Sébastien, je te laisserai clôturer définitivement ensuite l'épisode. Eh ben, un grand merci à Wally Clubmaker pour son aide tout au long de l'année sur les vidéos, sur les montages, sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à aller les voir pour avoir des beaux clubs tout neufs. Moi, je vais remercier Golf Planet, le média digital des tonto-golfeurs, qui vous permet d'avoir absolument accès à toutes les informations du monde du golf français, des tontons golfeurs, du matériel, de absolument tout. Vous pouvez vous inscrire sur la newsletter pour tout recevoir le lundi matin, mais vous pouvez aussi, bien évidemment, télécharger l'application mobile qui est complètement gratuite. Et un grand merci à Callaway et Odyssey, partenaires depuis le début de cette aventure. Vous retrouverez vos meilleurs clubs qui vous permettront de générer le plus de speed possible sur les sandwichs et optimiser sur le reste des fers dans vos pro shops préférés. Sébastien, je te laisse clôturer. Merci les gars, merci Antoine, merci Kevin pour nous avoir écoutés. Ah non, vous avez fait l'épisode. Vous avez fait l'épisode. Donc merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés jusqu'au bout pour ce 36e épisode des Tontons Golfeurs sur le spin. On espère qu'avoir répondu à vos différentes interrogations. Merci de continuer à nous contacter comme vous le faites déjà sur les réseaux sociaux. On répond toujours à tout le monde.
Donc sur Instagram, sur Facebook, sur LinkedIn, sur YouTube, via vos commentaires, maintenant que grâce à Wally, on est visible. N'hésitez pas aussi par mail, lestonsgolfeurs@gmail.com, et pour nous faire vos retours, partagez cet épisode avec ceux que ça pourrait intéresser, et même ceux que ça pourrait pas intéresser. Et n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles ou un commentaire sur vos plateformes d'écoute préférées. Merci les gars, on se voit dans 2 semaines. Allez, salut les gars. Ciao. Bonne journée à tout le monde. Merci, à bientôt les gars.